Bon, je vous propose de reprendre. Il y aura quelques retardataires, c'est pas grave. Je vous propose de continuer cette matinée et de rentrer dans un cas concret d'utilisation du social listening par une marque. Et donc du coup, j'ai le plaisir de demander de venir sur scène Céline Calsagne de Pierre Fabre et Inès Ballion de chez VisiBrain pour nous présenter comment le social listening oriente les choix du groupe Pierre Fabre. Bonjour à toutes et tous, je me présente, je m'appelle Inès Ballion, je suis chargée de compte chez VisiBrain et j'ai le plaisir, l'immense honneur d'être accompagnée par Céline Cassagne, qui est Economic and Social Intelligence Analyst pour les laboratoires Pierre Fabre. Merci Céline d'être avec nous ce matin. Céline, c'est ma cliente. C'est une cliente que je suis ravie d'accompagner au jour le jour dans ses usages. C'est une cliente historique chez VisiBrain et elle a développé au fur et à mesure et elle est maintenant experte du social listening. Et aujourd'hui, on a pensé à elle pour entamer une discussion ensemble dans le cadre de cette interview client où en fait elle va vous partager des bonnes pratiques. C'est ce qu'elle fait au jour le jour sur l'outil, voir à quel point vous pouvez vous projeter dans vos propres usages, essayer à l'issue de cette présentation, vous soyez vraiment équipés pour, dès que vous revenez au boulot, au bureau, déployer vos veilles sur VisiBrain. Tout ça, ça va se placer un peu sous le joug d'une grande problématique que vous avez juste derrière moi, à savoir de la data à la décision, comment le laboratoire Pierre Fabre transforme le social listening en un levier à la fois d'intelligence sociale, économique, pour des décisions stratégiques. Et en fait, si ça vous convient, je vais peut-être commencer par un contexte en introduction, laisser Céline se présenter, le pourquoi et du comment, ton groupe, ton équipe, et je te laisse la parole. Merci. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour présenter ce qu'on fait chez Pierre Fabre en termes de social listening. Donc, je suis Céline Cassagne-Fèvre, je travaille chez Pierre Fabre depuis une quinzaine d'années maintenant, avec une première carrière dans la veille, on va dire, traditionnelle, et puis depuis 2020, Economic and Social Intelligence Analyst chez Pierre Fabre. En deux mots, Pierre Fabre, c'est un laboratoire pharmaceutique et dermocosmétique qui existe depuis pas mal d'années maintenant. On réalise 3 milliards de chiffre d'affaires avec 10 000 collaborateurs. On est souvent connu du grand public pour des marques dermocosmétiques comme Aven ou Chlorane, que vous utilisez peut-être. Et on a une particularité, c'est que l'entreprise appartient à une fondation reconnue d'utilité publique, qui est la fondation Pierre Fabre, qui œuvre pour des programmes de développement dans la santé, notamment dans les pays du Sud. Et on est également détenu à 10% par les salariés de l'entreprise. Donc moi, quand j'ai rejoint Pierre Fabre, j'ai longtemps travaillé sur la partie veille au sein du central, sur des problématiques de veille concurrentielle, par exemple. J'ai vu arriver l'émergence des réseaux sociaux dans notre écosystème assez rapidement et on a tous pris conscience de l'impact que ça allait avoir à la fois sur nos vies et puis sur les organisations. Et en 2020, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création d'une équipe dédiée au social listening en centrale. Il y avait déjà un peu de social listening dans l'entreprise, notamment pour des petits sujets de réputation ou gestion de crise. Et en 2020, on a décidé de structurer cette démarche en créant une entité au sein du corporate au niveau global, pour piloter donc les sujets de réputation de l'entreprise Pierre Fabre et de ses marques, pour piloter toute la gestion de crise et l'accompagnement aux cellules de crise groupe. Et enfin, il y avait une grosse ambition de développement et d'acculturation de ce social listening à tous les niveaux, faire comprendre ce que cette donnée sociale pouvait apporter, quels insights on pouvait en tirer. Et voilà, on a développé pendant 2-3 ans des projets vraiment très transverses qui pouvaient s'appliquer d'une marque à l'autre, etc. Et au fil des années, on a un peu opéré un repositionnement stratégique du fait de notre rattachement à la direction de la communication, avec une ambition de servir toujours plus la décision stratégique dans l'entreprise, du fait de notre proximité avec le CODIR, tout
tout simplement, et la direction de la communication, une bonne connaissance de la feuille de route stratégique de l'entreprise. Et donc, au fur et à mesure, on a opéré un repositionnement de l'offre social listening sur des sujets stratégiques. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter un maximum d'insight à toute l'entreprise, mais particulièrement à notre direction générale, pour prendre des décisions éclairées, y compris avec la donnée sociale, et pas seulement le bagage qu'on avait avant, à savoir le bagage médiatique ou la donnée économique plus classique. Donc voilà, et on est arrivé maintenant à une équipe de 8 personnes qui mixent des compétences en intelligence économique et en intelligence sociale au sein d'une direction qui vient d'être renommée Impact et Réputation. Merci Céline pour cette super présentation. J'espère que c'est clair pour vous sur la création de tout ça et à quel point ça a pris de la valeur et ça s'est transformé dans le temps. Comme je le disais en introduction, on va aborder des cas d'usage assez précis pour essayer de vous projeter toujours au mieux dans vos propres usages. Le premier, je pense qu'il va un peu résonner auprès de tout le monde, il va s'agir de la veille événementielle. Ici, le propos, ça va être de savoir à quel point nous, la donnée visible, le social listening, ça devient, comme toujours, c'est le leitmotiv de la présentation, une décision, ça va alimenter une décision stratégique. Pour toujours plus de fluidité, on va séquencer le propos de manière assez naturelle et chronologique. On va parler du avant, du pendant, puis de l'après. Et donc, démarrons naturellement par l'avant, avec justement tout ce qui est possible de faire en amont d'un événement. Vous, ce sont souvent des congrès chez vous. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Céline ? Oui, donc le laboratoire Pierre Fabre participe forcément à des congrès majeurs dans ses aires thérapeutiques, donc l'oncologie et la dermatologie. Et on a choisi de travailler avec la direction des congrès scientifiques au sein du groupe il y a 3 ans maintenant, 3 ou 4 ans, dans l'idée de leur apporter un maximum d'insights sur les congrès stars auxquels l'entreprise participe, donc à savoir sur 6 ou 8 congrès par an. L'idée à l'époque, c'était vraiment de leur transmettre un maximum de données digitales pour les aider en fait à développer la notoriété scientifique et médicale de Pierre Fabre au cours des congrès, et donc y compris sur la sphère digitale. Donc tout ce travail est passé effectivement par une réflexion sur comment on peut leur apporter de la donnée sur les congrès. Et donc comme tu le disais, il y a forcément 3 temps, il y a ce qu'on prépare avant, ce qui se passe pendant et ce qui se passe après. Et du coup sur l'amont, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder en arrière. C'est-à-dire qu'on va regarder l'édition précédente du congrès. Donc par exemple, là, on a un congrès en oncologie qui est l'ESMO, qui est un grand congrès international. On va regarder ce qui s'est dit sur l'édition précédente. Pour ça, donc, on a construit un smartboard sur VisiBrain, notamment pour collecter la donnée LinkedIn. Et je remercie VisiBrain de nous avoir permis d'enfin accéder à la donnée LinkedIn. Et du coup, l'idée, en regardant dans le rétro, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles sont les volumétries de mentions ? Quelles sont les aires thérapeutiques qui ont été les plus discutées ? Est-ce qu'il y a eu des études cliniques ou des cas clients qui ont été un peu plus discutés que d'autres ? Est-ce qu'il y a eu des innovations particulières ? On va faire du bench aussi, regarder l'apport de voix de Pierre Fabre versus ses concurrents. Et puis, on va aussi s'intéresser à ce que peuvent dire des KOL ou des DOL pendant le congrès. L'idée à ce moment-là, c'est vraiment de préparer les équipes projets et de les aider à se mettre en perspective sur l'édition à venir et de se dire... comment je prépare au mieux ma prise de parole et ma stratégie éditoriale digitale, par exemple, pendant le congrès, pour faire en sorte de développer ma notoriété. Et donc, on se base vraiment sur cette connaissance de l'édition précédente pour se projeter et construire la prise de parole à venir. Et pour rebondir sur ce que vous avez à l'écran juste derrière, et le message à revenir, un peu une bonne pratique toujours, c'est qu'il vaut mieux anticiper, dans le sens où vous l'avez à l'écran derrière, on va avoir la possibilité de mettre en place un smartboard, donc pour anticiper au mieux, prévoir un petit peu ce qui va se passer, les messages, etc. Et pourquoi pas, éventuellement, préparer les alertes aussi. Dans le sens où, quand on va arriver sur le pendant, on va être dans de la réaction, dans de l'efficacité et de la proactivité. Donc, il y a une stratégie et il y a des choses à mettre en place sur l'outil pour être prêt le jour J. Et donc, naturellement, on est bien, on va passer au pendant. Ici, là, pendant les congrès, comment la stratégie de veille, elle se transforme et à quel point toi, tu vas pouvoir transformer cette data en action stratégique pour les personnes qui sont sur place le jour J, Céline. Après, comme tu l'as dit, en fait, on discute en amont avec les équipes et on affine avec les équipes le besoin sur le moment. Finalement, chaque congrès va être différent. On a des chargés de projet qui sont différents en face aussi. Et donc, on va proposer...
on va essayer de proposer ce qui leur correspond le mieux. En l'occurrence, sur des congrès stars comme ça, on a toujours une alerte qui part tous les matins aux personnes qui sont en charge du congrès sur place. L'idée, en fait, c'est qu'elles aient le matin, avant de démarrer leur journée sur le congrès, ce qui s'est passé la veille, et en particulier sur Pierre Fabre, qu'elles sachent qui a parlé de Pierre Fabre, si les collaborateurs ont porté le message qui était prévu, si des KOL ont commenté des prises de parole, ou voir si des partenaires ont dit quelque chose. Tout ça, ça permet de démarrer sa journée sur place en étant bien informé, et du coup, ça génère souvent un développement d'interaction avec les posts qu'on a pu collecter par le social listening, et pourquoi pas voilà, une mise en relation plus concrète et une action plus précise sur le congrès. Vous l'avez toujours à l'écran derrière, on a les fameuses alertes, on a aussi le rapport qui va en fait nourrir, abreuver les équipes sur place, Céline vient de le dire. Et ici, pour garder un peu une idée large, je pense qu'il va résonner auprès de toutes et tous, c'est qu'on va essayer d'abreuver les équipes en donnant la bonne information à la bonne personne au bon moment. Dans quelle mesure ici la donnée stratégique, la data, elle va pouvoir remplir cette mission-là. Et là, c'est le pendant, hein, quand tout se déroule bien pendant l'événement, ce qui arrive très souvent avec Pierre Fabre, vient ensuite l'après, la conclusion. On va dresser des bonnes pratiques, des choses à retenir, et on y vient, hop. Ici, dans les bonnes conclusions, on en avait parlé, nous, quand ça s'était passé, mais je vais te laisser partager l'insight. À quel point, nous, on vient t'aider à dresser ces conclusions-là, faire un retour d'expérience après ces congrès. Après le congrès, en fait, vient le moment de collecter les KPIs et les insights, en fait, sur l'édition qui vient d'y avoir. Donc, on fait l'exercice de vérifier toutes les mentions qu'il y a eu, de vraiment aller dans le détail de l'analyse des différentes aires thérapeutiques qui ont été discutées, d'aller plus dans le détail sur notre benchmark avec les concurrents et de voir un petit peu comment c'est positionné cette année. Et puis, depuis récemment, on peut aussi aller un petit peu plus loin grâce à la donnée GFI que nous met, enfin la donnée au bon format pour GFI, que nous met à disposition VisiBrain directement dans la plateforme. Et on s'est formé tout récemment à la cartographie avec Perrine qui est avec moi aujourd'hui. L'idée, c'était de mettre encore plus la donnée en perspective. Et là, ce qu'on a à l'écran, c'est d'essayer de comprendre une distinction dans les prises de parole et les interactions entre les KOL avec qui on est partenaire et puis d'autres digital opinion leaders du congrès, et d'essayer de ouvrir les chakras aux équipes sur des potentiels à venir sur l'édition d'après. Et puis voilà, on construit toute une analyse qui va servir l'édition suivante. En fait, on regarde dans le rétro, on fait nos KPI, mais c'est surtout dans l'idée de qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine pour développer encore plus la notoriété de l'entreprise. Et ouais, si je regarde dans le rétro, quand même, il y a eu une belle évolution. Quand on a démarré il y a 3 ans avec l'équipe congrès scientifique, on était à 1 ou 2 postes produits par le laboratoire Pierre Fabre sur le congrès en question. Et le fait de faire ces études au fil des ans a permis aux équipes de se développer sur la partie digitale et de prendre encore plus la main sur leur prise de parole et vraiment d'être à l'aise avec l'idée de communiquer en voyant ce que pouvaient faire les autres, mais aussi en comprenant que les KOL sont sur place et commentent aussi sur les réseaux sociaux, et du coup de se dire il faut qu'on y soit visible, il faut qu'on y soit présent, il faut qu'on soit actif. Et tout ça, c'est en fait sur l'édition de l'ESMO 2024, on est arrivé à une 40aine de publications sur Pierre Fabre, ce qui est très important pour nous, avec déjà une stratégie éditoriale qui était beaucoup plus conséquente qu'avant, avec une prise de parole à la fois du corporate, de l'oncologie, des franchises, et puis aussi des prises de parole des collaborateurs de l'entreprise et de nos leaders. Et toutes ces prises de parole vont venir nous aider à amplifier le message sur notre présence pendant le congrès, sur notre expertise et nos innovations. Et vraiment là, sur cette édition, on voit le gap avec le démarrage du projet. Complètement, et puis ça s'insère dans un discours d'influence. On a un discours sur les réseaux sociaux, le but c'est de générer de la conversation, du discours, et ça s'imbrique naturellement dans le prochain cas d'usage. L'influence, c'est du leadership. Tu l'avais dit, il y a des collaborateurs qui ont beaucoup performé pendant les congrès, mais il y a aussi un très grand collaborateur, votre PDG, Éric Ducournau, qui est donc le leader de l'entreprise, qui incarne une stratégie, vous l'aurez compris, de leader advocacy. La tendance leader advocacy, elle résonne, je pense, aussi avec pas mal de personnes dans la salle.
c'est prenant, dans le sens où beaucoup de personnes s'en emparent, et c'est largement illustré par le réseau social LinkedIn, que nous sommes évidemment en mesure de veiller. Donc on est influent, on développe une stratégie leader advocacy, ça découle de ce qu'on a fait auparavant, possiblement la veille événementielle. Et là, ici, Céline, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as fait toi, concrètement, pour... on va prendre l'exemple d'Éric Ducournau, mais comment tu as fait pour le positionner en porte-voix qui va être très stratégique sur les réseaux sociaux? On a historiquement chez Pierre Fabre un programme d'employé advocacy qui existe depuis 7 ans maintenant. Et plus récemment, au cours de l'année dernière, la direction de la communication avec la direction générale a souhaité effectivement déployer un peu plus la partie leader advocacy. Donc avec Éric Ducournau, mais pas seulement, d'autres leaders de business unit de l'entreprise. On le sait, les contenus incarnés et personnifiés portent souvent davantage que des messages corporate. Donc l'idée, c'était de vraiment aller un cran plus loin avec les leaders de l'entreprise via ce programme pour augmenter leur influence, effectivement, sur les réseaux sociaux. Donc nous, dans l'équipe Economic and Social Intelligence, on s'est aussi challengé pour voir ce qu'on pouvait apporter à ce programme avec cette donnée sociale qu'on a sous la pédale. Et on a choisi en fait de construire aussi un smartboard sur VisiBrain pour pouvoir à la fois analyser quand Éric Ducournau prend la parole, donc la partie owned, voir ses KPI et ses messages clés, mais surtout de compléter ce que finalement l'agence a de son côté sur la partie leader advocacy avec le earned. Et du coup, on vient collecter tous les posts qui citent Éric Ducournau pour voir de quoi il parle. Est-ce que c'est sur les mêmes thématiques que celles que porte Éric Ducournau lui-même? Est-ce que c'est sur d'autres sujets? Et aussi, on avait envie d'analyser qui prenait la parole. Et donc, on a segmenté un peu plus la donnée pour essayer de faire ressortir les parties prenantes qui parlent de lui. Tout ça, c'est pour pouvoir mettre en perspective le programme de leader advocacy versus ce que fait l'agence et le travail qui est fait avec Éric Ducournau et les leaders de l'entreprise via leurs outils. On vient apporter une donnée supplémentaire qui n'est pas disponible ailleurs, qui permet de mettre un peu plus en perspective la donnée et se dire, demain, je dois aller vers quoi, je dois aller vers qui, et pour continuer à amplifier mon message et ma notoriété. Et si ce genre de stratégie, ce genre de visuel vous intéresse, sachez que Céline est très fervente utilisatrice du smartboard. Le smartboard, vous pouvez aussi le faire sur vos accès, dans le sens où on l'a pensé comme un vrai livrable à transférer, évidemment, donc soit aux équipes, à la hiérarchie, mais aussi à construire de manière hyper personnalisée, tant sur le fond que sur la forme. Donc vous aussi, vous pouvez avoir, si ce n'est pas déjà fait, votre smartboard en stratégie leader advocacy. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargée de compte, elle vous aidera avec grand plaisir. J'en profite pour remercier les chargés de compte qu'on a eu aussi, Nicolas, Agnès et Lucille aussi, qui nous ont bien accompagnés sur tous les projets qu'on a menés. Toujours avec grand plaisir, évidemment, et c'est vrai. Et en fait, ça résonne ça résonne toujours, puisqu'on travaille les transitions. On est sur l'influence, on est sur la leader advocacy, j'en parlais, on prend la parole. On va dresser un discours, on va construire un post. Pour alimenter ce discours-là, pour faire un petit peu un écho dès qu'on prend la parole et s'insérer dans la conversation, il va falloir alimenter ce discours et détecter de la tendance. Qu'est-ce que j'ai intérêt à partager en termes d'informations et ce sur quoi je vais m'inspirer. Vous l'aurez compris, l'usage numéro 3, c'est la détection de tendance. Ici, c'est très bien travaillé. Ici, toi, Céline, quels insights tu peux partager par rapport à ça, dans le sens où, évidemment, ça alimente la stratégie sociale listening au grand global, mais sur ce cas d'usage précis, toi, comment tu transformes complètement la data, c'est écrit, en opportunité de communication? Donc effectivement, VisiBrain nous met à disposition des sets de data particulièrement intéressants. Et il y a quelques années, vous nous avez partagé un dataset sur la RSE, sur LinkedIn. LinkedIn étant pour nous l'ère de discussion la plus importante au niveau corporate chez Pierre Fabre. Donc à ce moment-là, on s'est projeté. En fait, chez Pierre Fabre, on a des enjeux RSE très importants, et notamment depuis le lancement en 2021 d'un Green Impact Index, qui est un score de notation de nos produits que l'on a co-fondé avec la FNOR, qui est devenu une norme et puis qui est devenu par la suite un consortium qui porte ce score avec un ensemble d'acteurs du secteur dermocosmétique. Et donc il y avait un vrai enjeu de
finalement aller dans ces données RSE pour mieux comprendre quels sont les sujets, les drivers de conversation, les influenceurs, etc., dans le cadre du développement de notre stratégie sur le Green Impact Index. Donc on a exploité ce dataset de deux façons, avec deux études différentes. Une première étude qui était vraiment large, histoire de s'imprégner du sujet, de se dire qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui fait réagir. On a vraiment été dans les thématiques, sortir ce qui se disait sur le carbone, sur l'eau, les déchets, la CSRD, etc., pour donner à la direction RSE de l'entreprise un maximum d'insights sur le sujet et faire ressortir des points saillants, des types de prises de parole intéressantes, des entreprises précurseurs sur certains messages ou façons de faire passer les messages. Ça a été la première étude. Et puis, dans le cadre de la campagne sur le Green Impact Index, on a été sollicité par la direction RSE pour, dans le cadre d'une demande qu'ils avaient avec une agence, de communiquer sur des grands événements RSE en France. Et on s'est plongé dans ce dataset pour faire ressortir quels étaient les événements majeurs en RSE sur nos thématiques qui pouvaient être intéressants ou prendre la parole sur ce Green Impact Index pour le consortium. Et du coup, on a utilisé VisiBrain, le dataset sur la RSE, en faisant tout simplement un filtre de topics sur un certain nombre de sujets, événements, festivals, tables rondes et je ne sais quoi, pour en fait pouvoir faire ressortir dans cette masse les gros événements RSE, en les catégorisant finalement par grandes thématiques et grandes fonctionnalités. Ça nous a permis de donner des recommandations supplémentaires, de mettre en perspective la proposition de l'agence et de voilà, proposer à l'équipe des événements qui pouvaient avoir une résonance particulière dans le cadre d'une communication sur un score de notation produit. Donc ça a été une façon d'exploiter ces datasets. Il y en a plein. Là, on est en train de tester les autres, les tendances LinkedIn, les tendances TikTok. Et en fait, il y a plein de perspectives possibles pour un usage stratégique. Ça fait sens, en fait, on s'en rend compte. Et pour rebondir sur l'usage, ici, ces datasets, ils sont résolument et sciemment grands. Comment on arrive à tirer son épingle du jeu et aller directement chercher la data qui nous intéresse? En fait, on va faire le fameux entonnoir. Je pense que tout le monde l'a déjà entendu en formation, avec du filtrage, tout simplement. Ici, bon, vous n'êtes pas censé voir normalement. Le fil, c'est un full content sur événements, conférences, l'a dit Céline, sur des mots-clés simples, mais qui vont directement faire émerger ce qui nous intéresse. Donc le cas d'usage à retenir, c'est vraiment de se saisir de ces filtres-là. Ils sont nombreux et ils vous permettent en quelques secondes d'accéder à l'information qui vous importe au sein d'un dataset qui est assez large et sur divers sujets. Donc Céline l'a très bien fait, ça a breuvé sa stratégie. C'était très intéressant, tout ce qu'on s'est dit. Vient maintenant le temps de la conclusion. Merci Céline pour tous tes insights toujours très clairs. Merci. Si j'essaye humblement de faire une conclusion, de dresser un petit peu des cas d'usage, vous projetez toujours dans vos usages à vous, à l'issue de tout ce qui s'est dit. On a essayé de conclure ça sur 3 piliers. On a parlé en premier de la veille événementielle, où là, on a plutôt mis en exergue le rapport quotidien ainsi que la cartographie pour alimenter cette stratégie-là. Si je pense au second pilier qui a été la stratégie de leader advocacy, ici, ça a été plutôt le smartboard qui a été prenant, mais la segmentation qui alimente cette stratégie-là, dans le sens où ça va vous aider à vraiment utiliser VisiBrain pour satisfaire les besoins internes de leader advocacy. Et enfin, on vient d'en parler, c'était la détection de tendance, le dernier pilier, où là, on a un peu plus du benchmark qui a été mis en exergue, et je viens de le dire, les sous-sujets qui sont vraiment une belle plus-value quand on s'en saisit sur l'outil. J'espère que ça vous a plu, que vous repartez plein et pleine d'ambition sur VisiBrain. Merci beaucoup Céline. Et plaisir. Oui, toujours un plaisir. Et maintenant, si vous avez envie qu'on en discute un peu plus, passons aux questions. Merci encore Céline et merci Inès. Je vous demande de les applaudir pour cette brillante présentation. Alors maintenant, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, le moment est venu, je vois déjà une main levée. Je vous laisse vous présenter. Merci Juliette Amé, Backbone Consulting. Merci beaucoup, c'était super intéressant. J'avais une toute petite question sur le dashboard de votre PDG, sur la répartition des communautés. Est-ce que c'était que LinkedIn et comment vous avez constitué les corpus? Parce qu'il y en avait beaucoup et ça a l'air d'être un super outil. C'est de la segmentation.
Donc oui, il y a beaucoup de données. Pour le coup, il y a un travail humain derrière, de catégoriser les personnes et les comptes. Mais on va dire qu'une fois que le premier screening est fait, ça s'accélère un peu plus dans la réalisation. Mais c'est clairement la partie qui intéresse le plus le PDG. C'est pas par bio, c'est par from. Non, C'est les deux, je crois. Je me permets, je participe. Non, là, c'est vraiment manuellement. Nous, on a créé des sphères d'influence. C'est ça, je vais le dire avec le micro. Avec des catégories. Et du coup, ces sphères d'influence, manuellement, un par un, je regarde les profils et je les mets dans ces sphères d'influence. On a mappé en fait au sein de l'équipe intelligence économique et sociale nos sphères d'influence. Je crois qu'on a 6 ou 7 catégories qui vont nous servir à la fois sur les projets d'intelligence économique et sur les projets d'intelligence sociale. Et donc on a appliqué ces sphères d'influence à ce projet-là pour mettre en perspective, parce qu'il se questionnait beaucoup sur est-ce que c'est surtout mes collaborateurs qui parlent de moi ou est-ce qu'il y a d'autres choses. Et finalement déjà le premier insight au démarrage du programme, ça a été de dire c'est surtout la sphère privée et business qui relaye les messages, les partenaires, les choses comme ça. L'idée, c'est d'avoir une photo à un instant T au démarrage du programme et de pouvoir la mettre en perspective après dans les mois et les années pour voir l'évolution de certaines sphères qui sont dans sa cible finalement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Soyez pas timide, je sais que c'est compliqué de prendre la parole. Non, tout est très clair. Ah, encore une question. Bonjour, je suis Gabrielle Pellet de chez Solis Communication. J'avais une petite question sur le dataset RSE que vous nous avez présenté. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites chez VisiBrain seulement à la demande du client ou est-ce que vous constituez des datasets de façon générale sur des thèmes assez larges et qu'ensuite auxquels on peut avoir accès et mettre des filtrages comme vous avez fait chez Pierre Fabre? En fait, ces datasets-là, ils sont pluriels. Il y a le RSE qui tourne. Nouvellement, on a eu le dataset plutôt lié aux trends. Céline a un peu teasé, mais il y a la trend sur LinkedIn et sur TikTok qui est disponible. C'est pas tant à la demande du client, mais ça résonne souvent avec la demande du client. C'est quelque chose qu'on a en interne qui tourne assez largement. Mais c'est pas à la carte non plus. Donc en fait, souvent c'est de la bonne intelligence, le fruit d'une discussion, à la fois sur le paramétrage. Est-ce que vous n'avez pas intérêt, vous, à lancer une veille de votre côté ou non? En fait, c'est vraiment la discussion de veille, tout simplement. Mais là, en l'occurrence, sur la RSE, on avait partagé à VisiBrain qu'on avait un enjeu sur un sujet RSE et qu'on voulait essayer de mettre en perspective. Et en plus, LinkedIn venait d'arriver, donc voilà, on était vraiment... on avait hâte d'explorer les choses et en fait c'est en discutant avec chargé de compte qu'elle nous a dit tiens, il y aura peut-être quelque chose dans ce dataset là. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous aviez une question? Non? Oui. Oui, mais après, c'est pas... J'hésite pas. Claire Boudet, Hermès, j'ai changé Céline. On se connaît, mais... Non, j'avais une question organisationnelle. Du coup, le social listening l'équipe est devenue beaucoup plus corporate réputation. Là, je parle vraiment, parce que maintenant j'ai des enjeux d'organisation de la data et du social insight qui s'appliquent tellement au cas d'usage. Et chez Pierre Fabre, vous avez fait le choix de resserrer sur les réputations et l'impact plutôt que Consumer Insight, ou alors ça s'est décliné dans les équipes? Non. En fait, il y a eu la constitution de l'équipe en centrale que tu as suivie à l'époque, en 2020. Il y a des équipes en fait dans les différentes business units qui font effectivement du social listening pour les marques. Et nous, on est vraiment marque fêtière Pierre Fabre Corpo. Et il y a encore effectivement dans les entités des équipes social listening qui sont dédiées au Consumer Insight, et à connaissance consommateur et connaissance des aires thérapeutiques en fait. Ouais, ok. Voilà. Non, parce que c'est vrai que quand on est chez l'annonceur, il y a la question de l'organisation de la data et des cas d'usage est quand même plus difficile. Je connais ça maintenant. Ça m'intéresse. Et puis, mais je pense qu'il y a toujours la couche globale et la couche les différentes marques, et encore plus chez nous où il y a vraiment deux métiers très différents. La dermocosmétique qui est des besoins, on va dire, marketing plus traditionnels, et puis la partie pharma où là il y a une question réglementaire et assez forte, et du coup on n'est pas du tout sur les mêmes types d'équipes et d'enjeux, donc voilà, et ça se retrouve effectivement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de continuer sur le programme. Merci encore à Inès.